Exceptionnel en tout point est le procès qui s'ouvre le 11 mai 1987 devant la cour d'assises du Rhône. Pour la première fois en France, un homme est jugé pour crime contre l'humanité. Si l'incrimination a été forgée en 1945 dans le cadre du procès de Nuremberg, elle est devenue imprescriptible en France en 1965. C'est ce qui permet la traduction en justice de celui qu'on surnomme le boucher de Lyon, l'ancien chef de la Gestapo, Klaus Barbie. Autre aspect inédit de cet événement, le procès est intégralement filmé dans le but de témoigner devant l'histoire. Le garde des Sceaux, Robert Badinter, rend cela possible en faisant voter une loi sur la constitution d'archives audiovisuelles de la justice. 9 semaines d'audience, 145 heures de débat, 106 témoins, 800 journalistes, 40 avocats. Ce procès largement relayé par la presse, la radio et la télévision constitue un événement sans précédent. Les nombreuses associations qui se portent partie civile sont représentées par l'avocat Serge Klarsfeld. Avec sa femme, ils ont traqué Barbie durant 16 ans et sont à l'origine de son extradition de Bolivie où il s'était enfui après-guerre. L'avocat lyonnais Alain Jakubowicz se trouve aux côtés de Serge Klarsfeld pour représenter les parties civiles, en particulier le consistoire israélite de France. À l'issue de ces 2 mois d'audience, Barbie est reconnu coupable de crimes contre l'humanité et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Pour les 35 ans de ce verdict, Alain Jakubowicz fait paraître avec l'historien Stéphane Nivet un ouvrage mémoriel consacré aux femmes qui ont témoigné lors de ce procès, dont le titre « Vous étiez belle pour l'éternité » est tiré de sa plaidoirie. Il dresse leur portrait, retrace leur trajectoire singulière et expose les raisons pour lesquelles ces femmes sont venues livrer leur témoignage devant la justice. Pour chacune d'elles, une photographie lors du procès et quelques dates biographiques accompagnent un court texte qui leur rend hommage. Ces portraits émanent directement des souvenirs conservés par l'avocat. Ils sont composés de petites touches précises, d'impressions fugaces telles que la couleur d'une tenue, la puissance d'un regard, le timbre d'une voix, d'un cri ou d'un silence. À 86 ans, Elisabeth Bogato-Lesèvre refuse la chaise qu'on lui tend au tribunal. L'ancienne résistante témoigne debout des actes de torture que lui a fait subir Barbie, le pire de tous, le chantage exercé contre la vie de son époux et de son fils. De la déportation, elle est revenue seule. Enat Witt-Léger témoigne malgré ses 92 ans et sa santé fragile. Lourdement handicapée, l'ancienne résistante et juste parmi les nations a perdu un œil et porte encore sur son corps les marques de la torture subie 43 ans plus tôt. Le président du tribunal, André Serdini, est livide lorsque Simone Kadosh-Lagrange témoigne devant la barre de la destruction de sa famille, de sa déportation et de l'assassinat de son père sous ses yeux. Elle était une petite jeune fille juive de 13 ans lorsque Barbie s'en est pris à elle pour qu'elle livre le lieu où se cachaient ses petits frères et sœurs. Son silence les a sauvés. Angelina Corral témoigne habitée par une colère sourde qui cherchait à s'exprimer depuis 44 ans. Elle rapporte les heures de torture subies du fait de son engagement dans la résistance juive. Elle témoigne comme on se bat sur un ring, avec rage et détermination, poursuivant un seul objectif, la victoire de la justice. La fragile voix de Léa Feldblum résonne dans le palais de justice du Rhône le 27 mai 1987. Son propos est confus, décousu, et il est impossible de l'ordonner. La parole jaillit comme poussée par les ombres des 44 enfants d'Isieux dont l'éducatrice s'occupait et avec lesquels elle fut déportée. 2 mères de ces enfants d'Isieux témoignent à leur tour le 2 juin 1987. Toutes 2 sont nées en 1904, l'une à Oran, l'autre en Pologne. Toutes 2 ont perdu leurs enfants, arrêtés et conduits à la mort sous les ordres de Klaus Barbie. Ita Rose Allonbrenner raconte ses 2 filles, Claudine et Mina, âgées de 5 et 9 ans, qu'elle a placées dans la colonie d'Isieux en pensant les protéger. Après avoir fait fusiller le père et déporter le fils aîné, Barbie est venue arrêter les 2 petites Allonbrenner pour les faire assassiner. Fortunée Chouraki Ben-Guigui est déportée parce que juive en 1943 et subit à Auschwitz les expériences criminelles de Mengele. À son retour de déportation, elle apprend que ses 3 enfants placés à Isieux, Jacques, 12 ans, Richard, 7 ans, et Jean-Claude, 5 ans, ont été assassinés.
Fortuné et Ita Rose ont chacune milité sans relâche des années durant aux côtés de Beat Klarsfeld afin d'obtenir la traduction en justice du bourreau de leurs enfants, et toutes deux sont décédées quelques mois seulement après avoir obtenu sa condamnation. Dans cette salle du palais de justice de Lyon, le cortège des femmes torturées, violentées par le chef de la Gestapo, n'en finit plus de défiler. Malgré les supplices endurés, toutes sont là, juives et résistantes, pour faire entendre leur voix, témoigner devant la justice et rappeler la mémoire des disparus. Le 3 juillet 1987, la cour d'assises du Rhône rend son verdict. Klaus Barbie est condamné à la prison à perpétuité pour crime contre l'humanité. À l'instar du procès Eichmann à Jérusalem, qui ouvre l'ère du témoin selon l'expression d'Annette Viviorca, le procès Barbie libère la parole des victimes en France. Désormais, leur récit est central dans l'appréhension du génocide et dans ses représentations au sein de l'espace public. Pour Elie Wiesel, venue également témoigner contre les gestapistes, ce procès a déjà opposé un démenti aux tueurs. Les témoins ont parlé, leur vérité a pénétré la conscience de l'humanité. Alain Jakubowicz et Stéphane Nivet font vivre cette vérité-là à travers cet ouvrage comme une stèle dressée à la mémoire de chacune de ces femmes qui, par leur récit, leur courage, leur puissance, demeurent belles pour l'éternité.